amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Et vous êtes dans le déballage, vous connaissez le principe de cette émission. Ici, on déballe tout, on ne vous boxe pas, on ne vous caresse pas, dans le sens du poil. Les vérités sont crues, on dit les choses telles quelles. Et cet après-midi, on parle de la question épineuse des droits des femmes en Guinée. Et nous mettrons un accent particulier sur les violences conjugales, puisque c'est un des pans qui défraie la chronique ces jours-ci. Les chiffres sont évocateurs. En 2024, plus de 100 cas de violences conjugales enregistrés selon le rapport de l'OPROGEM, l'Office de protection du genre et des mœurs. À peine 2025 démarré, c'est déjà plus d'une dizaine de cas enregistrés. Le fléau persiste. Quelles en sont les raisons? Quid de la perception de la société, justement par rapport aux féministes, celles qui débattent au quotidien pour changer la position par rapport à cette actualité. Pour parler de cette thématique et justement discuter de tout ceci, nous avons l'honneur d'accueillir pour vous dans ce studio Oumou Awa Diallo, qui est féministe. Merci et bienvenue d'accepter notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Voilà, mais celui qui m'aidera justement à parler de cette question épineuse, Saalou Yombuno, bonjour. Bonjour Pierre et bonjour à Oumouawa. Ça fait quand même plaisir de débattre d'une situation aujourd'hui qui préoccupe tout le pays parce que tout le monde se sent concerné. On est dans des quartiers, on est dans des villes, on est dans des villages où ces violences sont répétées. On a forcément quelqu'un de la famille, que ce soit de proche, de près ou de loin, qui est concerné. Donc ça fait vraiment un honneur d'ailleurs de discuter de cette thématique si importante. J'ai fait exprès de commencer par elle parce que j'estime que c'est un thème éminemment important aujourd'hui. Oui. Donc j'ai voulu commencer par notre invité, puis te passer la parole, Yombuno. Oui. Elle ne sera pas la seule dans cette émission, comme je l'ai dit, pour parler de cette question qui est épineuse. L'actualité oblige, vous avez dû le voir cette dernière semaine, beaucoup d'actualités liées justement à la violence liée au genre et de manière générale aux droits de la femme. On en parle, mais elle ne sera pas le seul, comme je l'ai dit. Elle sera au bout du fil avec nous, Aminata Pilimini Diallo, vous la connaissez aussi très bien. Elle est journaliste, mais également féministe. On a aussi prévu dans cette émission un juriste activiste, c'est Monsieur Mamadou Kali Diallo qui va aussi intervenir dans cette émission-là. Une histoire de Diallo, tout. Mais hein, j'ai pas compris. C'est une histoire de Diallo, là. Oui. C'est une histoire de Diallo dans cette émission. Ça nous fait plaisir. On a rassemblé du beau monde, mesdames et messieurs, pour vous permettre de cerner cette thématique. Et bien évidemment, mais avant toute chose, Yombuno, oui. On a décidé, et on va vous permettre de comprendre la situation. Yombuno va camper la situation des droits de la femme en Guinée. Et oui, Pierre Fatiwa Diawara, un homme qui tue sa petite amie à Cancan, une star de la musique guinéenne qui bat la sienne.
des mineurs qui sont violés puis tués en longueur de journée, des enfants donnés précocement en mariage. Les violences basées sur le genre ont aujourd'hui atteint une proportion plus qu'inquiétante en République de Guinée. D'après les résultats de l'enquête démographique et de santé publiée en 2018, plus de 650 000 filles guinéennes sont données chaque année en mariage de façon précoce. Les 95% de ces filles auraient subi l'excision rien qu'en 2018. En plus, 63% de ces femmes âgées de 14 à 64 ans ont été victimes d'une forme de violence conjugale, précise ce même rapport. Les chiffres de l'Oprogem fournis en 2024 font, eux, état de 150 cas de viol et de violence conjugale enregistrés la même année. L'année 2025 ne donne aucune lueur d'espoir puisque déjà plus d'une vingtaine de cas sont enregistrés. Pourtant, le combat contre ces abus semble être une priorité pour la Guinée et ses partenaires. Le nombre d'ONG a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Les budgets ou subventions accordés à ces structures aussi. Mais la réalité sur le terrain reste la même. Une question se pose. Les droits des femmes en Guinée, le combat est-il mal engagé ? La réponse, c'est tout à l'heure dans l'émission Le Déballage. Merci. Voici donc la situation campée, mesdames et messieurs, pour cette thématique épineuse dont on parlera bien évidemment. Tu as déjà bien fait d'ailleurs de chuter par cette thématique. Et voilà la thématique dont on parlera aujourd'hui, justement, les droits des femmes en Guinée. Est-ce un combat mal engagé? On va tout de suite passer donc la parole à notre invité, Oumouawa Diallo, qui est féministe. Dites-nous, quelle est d'abord votre perception de manière globale de la situation des droits de l'homme en Guinée? Quelle est votre lecture des femmes, des droits des femmes, pardon, qu'est-ce que je raconte? Elle est féministe. Elle est féministe, pardon. Et quelle est votre perception, quelle est votre analyse? Que vous inspire cette situation? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Yombuno, la situation des droits des femmes et des filles en Guinée, c'est un constat très amer que l'on fait en tant que féministe. Comme il l'a dit tout à l'heure, depuis 2025, en fait, il y a des jeunes filles qui se font violer, des femmes qui sont battues, tuées, et cela malgré les actions que nous sommes en train de mener. Et là, en fait, moi, je pense que cela est dû au poids de la tradition, de la société qui, jusqu'à présent, n'arrive pas à comprendre que la femme n'est pas, en fait, un être aussi inférieur que l'homme, comme les gens le prétendent, parce que généralement, dans nos communautés, on nous dit qu'en tant que femme, nous n'avons pas droit à la parole. En tant que femme, quand nous sommes violentés, nous sommes obligés de garder le silence, parce que pour eux, la femme n'est pas un être comme l'homme. Donc, je pense que c'est vraiment une situation très, très déplorable. Et cela, malgré les actions qu'en tant que féministes que nous menons, je pense que la situation n'est pas à notre faveur, s'il faut le dire comme ça, malgré les actions qu'on mène au quotidien. Okay. En tant qu'activiste dans ce sens, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi des combats pour amener les gens à briser le silence? Parce que ça reste l'éternelle question que l'on se pose. Comment amener les gens à parler des violences dont ils sont victimes? Alors, aujourd'hui, quand on prend les cas que nous avons enregistrés depuis l'année 2025, on va se dire que peut-être il y a beaucoup de cas, c'est parce que les femmes sont victimes tout le temps et tout. Moi, je dirais qu'en fait, c'est parce que les gens osent en parler. C'est parce que les femmes arrivent aujourd'hui à dénoncer, à sortir de leur zone de confort et en parler. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a plus de cas de nos jours qu'avant. Pourtant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Quand un cas se passe à Conakry, tout le pays est presque informé. Quand un cas se passe à Zérékoré, les gens de Conakry sont informés. C'est parce que le monde, en fait, est lié aujourd'hui par la mondialisation. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, il y a des cas. On dit, c'est parce que maintenant, les féministes en parlent, qu'à chaque fois, il y a des cas de viol. Sinon, avant, il n'y en avait pas. C'est parce que, justement, on en parle que les gens arrivent à sortir de leur zone de confort, dénoncer, en parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une avancée, s'il faut le dire comme ça, parce que quelque temps en arrière, il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas tenir tête, dire « Ah bon, je suis victime d'une quelconque violence de la part de mon mari surtout, et que je ne devrais pas en parler. » Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, s'il faut le dire, une avancée pour nous en tant que féministes. Le combat est en train de porter fruit. Les femmes en parlent, les féministes s'affirment de jour en jour. Donc moi, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Hein. D'accord.
Oui. D'accord. Vous parlez certainement, là on va aller sur le box, parce que vous parlez aujourd'hui des réseaux sociaux. Est-ce que d'ailleurs votre façon de mener le combat, il est sincère? Parce que derrière cette lutte que vous êtes en train de mener, il y a quand même des subventions. Si nous prenons par exemple le volet excision dont nous parlons, il y a des campagnes qui sont menées dans ce sens, mais les chiffres ne changent pas. Parce que nous parlons du droit de la femme en général, les chiffres ne changent pas. La Guinée reste encore le deuxième pays à pratiquer l'excision après la Somalie. Est-ce que le combat que vous menez, il est sincère sur le terrain? S'il est sincère, comment vous ne parvenez pas à changer les chiffres? Alors, parlant de chiffres, je vais vous rappeler que selon l'enquête démographique sur la santé, les jeunes filles sont victimes d'excision et ça, nous sommes à 95%. Et comme vous l'avez dit, nous sommes le deuxième pays au monde à pratiquer l'excision. Alors, il faut rappeler que cette étude a été menée depuis 2018 et là, normalement, l'étude a été menée, il reste encore les résultats de l'étude. Et je pense qu'à ce niveau, il faudrait qu'on atteigne que les résultats sortent pour dire que depuis 2018 à 2025, s'il y a eu des avancées ou si jusqu'à présent, depuis 2013, parce que moi je suis bien les rapports de l'UNFPA, depuis 2013, la Guinée, ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas changé du tout, on reste toujours à 95%. Je pense qu'en 2012, on était à 98%. Et en 2018, on s'est retrouvé avec 95%. Ce qui veut dire que de 2012 à 2018, il y a eu des avancées. Maintenant, là, en fait, c'est à l'État de nous sortir des statistiques pour voir si de 2018 à maintenant, il y a eu des avancées ou si rien n'a encore bougé. Et là, je tiens à le rappeler que malgré que les statistiques ne sont pas encore disponibles, moi je dirais qu'il y a eu des avancées parce qu'aujourd'hui, dans ma famille, il y a ma tante jusqu'à présent qui me demande si elle doit exciser sa fille ou pas. Quelques années en arrière, on n'osait même pas demander l'avis de quelqu'un en fait. On le faisait sans arrière-pensée parce que pour eux, c'est ce qu'on a trouvé nos parents en train de le faire, nos grands-parents en train de le faire et qu'il faut continuer sur cette lancée. Je pense que les mentalités sont en train de changer. Les gens sont en train de changer en termes de mentalité et de comportement. Et cela est dû en fait aux actions que nous mènons sur le terrain. Le combat n'est pas que sur les réseaux sociaux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Peut-être ce sont des suivistes sur les réseaux sociaux, des gens qui ne voient que les cas, que quand ça prend de l'ampleur. Et nous, en tant qu'activistes, on reçoit des cas entre nous, en fait. On n'a pas besoin de l'étaler sur les réseaux sociaux. On ne peut pas aujourd'hui recevoir une victime et lancer sur les réseaux sociaux que nous, on a reçu une victime et puis là, on l'a suivi et tout. Donc, ce sont les cas qui ont été médiatisés sur les réseaux sociaux. Là, on en parle sur les réseaux sociaux. Ouais, mais les cas que nous, on a reçus auprès des organisations, je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on le met sur les réseaux sociaux, ça va encourager les gens à dénoncer, mais je pense qu'il faudrait qu'on respecte aussi la dignité, l'intimité de la victime. Oui, mais on ne peut pas recevoir des cas et nous permettre de publier et dire que, bon, nous, on a reçu telle victime. Je pense qu'il faudrait qu'on ait, en fait, l'autorisation de la victime pour déballer le cas sur les réseaux. Non, mais dans ce sens, parce que moi, je me dis que vous défendez quelque chose de son contraire. Lorsque vous voulez amener les gens à briser quand même le silence sur certaines questions, sur certaines violences, et que ces gens refusent de parler avec notamment les médias, parce que moi, par exemple, on a un film qui est tout écrit. On ne cherche que quelque chose, des témoins qui puissent expliquer à visage couvert. Ce n'est même pas que nous allons les voir. À visage couvert. À visage couvert. Mais depuis la formation avec l'UNFPA, on n'a pas eu encore une ONG qui est capable de nous fournir quand même des victimes qui peuvent témoigner à visage couvert. C'est-à-dire, il y a même des ONG auxquelles j'ai proposé, je ne verrai pas la victime. Je vais trouver que vous avez couvert son visage, elle nous explique juste son histoire. Donc, et moi, je prends la vidéo et mais jusqu'à présent, on n'a pas eu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce que les gens ne sont pas en train de se cacher derrière des mannes financières pour juste décaisser des fonds? Et quand il y a des problèmes, on récupère, par exemple, des dossiers que nous avons vus récemment sur des cas d'excision. On va tout à l'heure parler de violence conjugale parce que c'est d'ailleurs ce qui défraie la chronique. Mais sur des cas d'excision, par exemple, on récupère tout de suite et on en fait un sujet de débat. Est-ce que ce n'est pas votre méthode aujourd'hui? Alors, parlant des victimes, ce que vous ne comprenez pas, en fait, on vit jusqu'à présent dans une société où la victime est considérée comme
la coupable, s'il faut le dire comme ça. Une victime qui est considérée comme si ce qui lui est arrivé était de sa faute. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vivre dans ce genre de société et ensuite accepter de témoigner de ce qu'on a vécu? Oui, mais... En fait, il faudrait que la société... En fait, dans ce combat, c'est pas que les féministes. Chaque personne a un rôle à jouer. En tant que féministe, on fait de notre mieux. Vous êtes à l'avant-garde du combat. Effectivement, c'est ça. Mais la société aussi a sa part de responsabilité. Mais vous pouvez demander des garanties aux journalistes quand même qui vont là-bas, c'est-à-dire de robotiser la voix, de changer le nom de la victime. La victime a son plein droit de refuser de témoigner ou pas. En fait, en tant que victime, alors, ce n'est pas la peine déjà, la situation du pays nous montre que les victimes ne peuvent pas se sentir en sécurité. Les victimes ne peuvent pas sortir de leur zone de confort pour en parler. Vous savez pourquoi le cas de Djelika Babintou aujourd'hui en est un exemple. Vous voyez, en tant que féministe, elle a dénoncé, on l'a accompagnée et vous voyez ce que l'État fait derrière. Ce que l'État a fait aujourd'hui. Mais Djelika Babintou n'est pas mineure, hein? Même si elle n'est pas mineure, mais elle est une victime quand même. Je pense que ce que l'État a fait aujourd'hui n'encourage pas les victimes à sortir de leur zone de confort, à échanger, à dénoncer. Ça n'encourage personne en fait, parce qu'elles vont se dire que aujourd'hui, Djelika Babintou est sortie, elle a en parlé, les féministes l'ont accompagnée, mais l'État a mis dans tout le combat que nous, on a fait derrière. Alors on te voit assez motivé, pousse un peu le micro de ce côté-là, parce que là, il était presque, voilà, c'est bon. Je pense, non, baissez la tête un peu, allez, c'est bien comme ça. Vous continuez. Voilà, je pense que là, ce que l'État a fait aujourd'hui, le ministère de la Sécurité n'encourage pas les autres victimes à dénoncer. Là, vous avez vu ce qu'on a fait. À travers nous, aujourd'hui, le concert de Azaya au Canada a été reporté. C'est ce qui montre que ce qu'on est en train de faire, en fait, nos voix portent, même à l'international. Si vous voyez que ça a été reporté, c'est parce qu'on est en train de faire porte-fruit. Déjà, aujourd'hui, on reçoit assez de cas, assez de jeunes filles qui viennent se confier à nous et puis on les aide, on les accompagne dans la procédure judiciaire. Mais est-ce qu'en tant que féministe, on est obligé de faire des publications sur ce qu'on est en train de faire? Non, je pense qu'on a des rapports qui mérite d'être publié. Il y a l'Oprogem qui sort des chiffres, tout ça pour montrer aux gens qu'il y a vraiment des cas de viol qui sont en train de se passer, des cas de violence conjugale. Je pense qu'on n'a pas besoin d'entendre la victime sur certains aspects pour croire à ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militantes, il y a beaucoup d'activistes, il y a beaucoup de féministes qui mènent beaucoup d'actions, mais où il n'y a pas de visibilité. Et vous aussi, en tant que média, vous avez un rôle à jouer. Absolument. En tant que média, vous avez un rôle à jouer. En fait, dans ce combat, chaque personne a un rôle à jouer. C'est pas que les féministes. Les féministes ne peuvent pas régler tous les problèmes de la Guinée. Là, nous sommes d'accord. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le combat que nous sommes en train de mener. Vous avez votre partition dans le combat. Alors, on va demander à la régie d'entrer en contact avec l'autre invité, Aminata Pilimini Diallo, qui est journaliste et activiste féministe. Elle va aussi prendre part le temps justement que la régie essaye de la joindre. Mesdames et messieurs, on l'a dit, on parle de cette question épineuse des droits de femmes, précisément des violences conjugale. On viendra parler de ces pans-là parce que c'est justement là que le torchon brûle entre les féministes que vous êtes, des mouvements de défense des droits de la femme et une bonne frange de la société, justement. La réaction que vous avez eue lorsque l'État a procédé à la réconciliation entre d'Azaya et Djelika Babintou, voilà, vous avez dit que la manière a été biaisée, qu'il aurait fallu dans un premier temps accepter de faire justice et peut-être procéder à la réconciliation. Alors vous avez sorti un communiqué derrière pour fustiger cette manière-là. Qu'est-ce qui vous a choqué dans la démarche de l'État? Ok, en fait, vous savez, en tant qu'organisation, en tant qu'activiste féministe, nous avons un rôle à jouer. En fait, le combat pour les droits des femmes, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui est là. Et nous avons notre partition. Là, en fait, en tant que féministe, je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est de dénoncer, d'accompagner, de prévenir, d'alerter les autorités. Mais si et de vous engager aussi dans les procès, parce que dans beaucoup de dossiers, vous êtes constitué partie civile. Effectivement, c'est ça. En fait, là, c'est notre rôle. Maintenant, si ceux vers lesquels nous sommes censés aller porter nos plaidoyers pour améliorer les textes de loi, ceux vers lesquels on se tourne, si ça ne va pas, si ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui
qui posent des actes qui ne vont pas à... Dans le sens de votre combat? Effectivement, c'est en fait déplorable. Mais vous ne pouvez pas dire ça parce que l'État... L'État, non, permettez, Yomono, là-dessus, j'ai quand même besoin de poser une question, je peux bien comprendre. C'est quand même paradoxal que de dire que l'État... Bon, enfin... par ce geste qu'il a posé, encore faut-il comprendre ce pourquoi l'État a posé cet acte-là. Mais de l'autre côté, l'État dispose d'un arsenal juridique qui encadre justement cette situation-là. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que le fait d'avoir un arsenal juridique est suffisant? Si les textes de loi sont dans les tiroirs, à quoi elles servent? Mais après, vous êtes simplement insurgé. Vous êtes insurgé simplement par rapport au cas d'Azaya, alors que parallèlement, il y avait un cas en procès. Donc là-dessus, il y a beaucoup de cas qui sont en procès, justement, basés sur ces violences conjugales-là. Sur le seul fait que l'État procède par réconciliation, ça vous a sorti hors de vous et vous vous êtes et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de voir que l'État est en train d'agir comme ça. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure que l'État a mis en place un arsenal juridique. Oui, l'État l'a mis, mais est-ce que c'est suffisant? Mais l'État dispose de plusieurs leviers. L'État peut avoir... Mais cela n'est pas suffisant si dans l'application, en fait, on ne le fait pas comme il est écrit alors dans les textes. Aujourd'hui, la Guinée a ratifié plusieurs conventions. Il y a le protocole de Maputo qui a été ratifié par la Guinée. Mais est-ce que ça s'est appliqué à la lettre? Non, je pense que c'est vrai que c'est une avancée parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de texte, par exemple, qui condamne les violences basées sur le genre. C'est vrai que c'est quelque chose de salutaire. On reconnaît l'effort de l'État, mais en fait, il ne faudrait pas qu'ils partent en... C'est comme s'ils étaient en train de se contredire. Ils ne peuvent pas ratifier une loi pour condamner les violences conjugales et ensuite, le même État vient réconcilier deux personnes. En fait, une victime et son bourreau, parce que moi, c'est comme ça que je le prends. On ne le prend pas comme si c'était en fait Azaya et Djelika Babintou, mais on le prend parce que c'est une victime et son bourreau et l'État les a réconciliés. Chose qu'on ne trouve pas normale. Donc, c'est vraiment déplorable. On reviendra là-dessus. Aminata Pilimini, vous êtes avec nous? Pilimini, est-ce que vous êtes avec nous? Non, je pense que pour l'instant, on ne la reçoit pas dans ce studio. Bonsoir Aminata Pilimini. Non, je pense que voilà, on va continuer à débattre. Mais alors, sur cette... Non, moi, ce que je ne comprends pas chez ceux qui pensent lutter pour les droits des femmes, on ne met que... C'est quand on ne parle on ne crie que quand ça concerne une femme. Pourtant, il y a des cas très récents, Il y a une femme qui a poignardé son mari, je crois, à Dixine, quelque part. Il y a un autre cas qui s'est passé à Bambeto. C'est une femme qui a tué. Mais on n'en parle pas tellement comme on le fait pour les femmes. Le cas de Valdo en 2012, vous parlez tout à l'heure que Djelika Babintou et l'État, ils ont procédé à une négociation qui pardon, ne vous plaît pas. Pourtant, Valdo, il a été tué. Et par après, il y a eu des négociations, je crois, aujourd'hui. Le procès n'a pas tellement donné fruit comme les gens l'attendaient. La petite, je crois, elle a été libérée. Mais ça ne parle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas le deux poids, deux mesures? Quand c'est une femme, on crie sur tous les toits, on fait un tapage médiatique. C'est comme si c'est seulement la femme qui avait le droit de ne pas être battue. Pourtant, en longueur de journée, il y a des hommes qui se font battre dans leur foyer. On parle de violence basée sur le genre. Le genre n'est pas que la femme, c'est aussi l'homme. Ceux qui subissent ces violences-là. Dénoncez aussi ces femmes. C'est vrai que vous êtes féministe, mais il faut dénoncer aussi ces femmes qui violent les droits de ces hommes. Ok, c'est un commentaire, mais en même temps une question. Tu auras le temps de rebondir là-dessus. Mais on va partir avec Aminata Pilimini. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, chers collègues. Merci. Merci d'accepter notre invitation. Je précise que vous êtes journaliste, mais également féministe. Dans l'une des passages dans une émission que je vais taire le nom, vous vous assumiez, vous disiez que oui, vous êtes féministe, vous l'assumez pleinement. Alors, on vous invite aujourd'hui pour discuter de cette thématique aussi épineuse qui est justement les questions des droits de femmes, mais précisément les violences conjugales. Déjà, quelle a été votre réaction par rapport à cette actualité liée à Azaya Bintou et Djelika Babintou pour commencer? Quelle a été votre réaction? Alors oui, je le précise que je l'assume. Ici aussi, je vais vraiment le confirmer.
j'assume être féministe. Alors moi, la position que j'ai eue avec le choc, c'est un choc que j'ai eu, que ce soit Djelika Babintou ou Binta ou Bintou Bé, dans le quartier, j'ai toujours été indignée, je me suis toujours indignée contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas Djelika Babintou, c'est une violence faite aux femmes. Donc ça nous a choqués. Mais d'un côté, ça m'a donné une satisfaction. Pourquoi? Parce que si des personnalités comme Djelika Babintou brisent le silence, ça veut dire que ça donne le courage aux autres qui sont dans leurs coins, qui ne sont pas connus, de briser le silence. Une femme violentée dans son foyer, qui n'est pas connue, se dira, oh, si Djelika Babintou dénonce, moi aussi je peux dénoncer. Si Djelika Babintou en parle, moi aussi je peux en parler. Et si Djelika Babintou est écoutée, sûrement on va être écouté. Et nous, on écoute toutes les victimes, qu'elles soient une Djelika Babintou ou une je ne sais qui. Donc voilà, c'était un peu ça ma réaction sur ce cas. Alors, dites-nous, donc, la simple la simple dénonciation, le fait justement d'avoir dénoncé ces violences-là, pour toi, en soi, était une victoire. Et maintenant, justement, c'est le pan où l'État est intervenu pour les réconcilier, alors qu'il y a une bonne frange des féministes qui ont estimé que cela était insuffisant, que l'État n'était pas censé justement intervenir. Il fallait faire parler la loi, il fallait d'abord, dans un premier temps, essayer d'appliquer la loi. Derrière, il aurait pu proposer une réconciliation. Vous, ce point-là, vous êtes-il choqué ou vous vous êtes dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, la dénonciation en elle seule suffisait? Non, ce que l'État a fait, c'est un gros choc, c'est une insulte pour les droits des femmes, pour les droits de l'homme. L'État peut intervenir, bien évidemment, mais comment? En dénonçant, en peut-être demandant à celui qui est accusé de reconnaître peut-être les faits, ou en tout cas, même s'il ne reconnaît pas, mais il ne faut pas s'excuser si on ne reconnaît pas aussi, mais en tout cas de s'excuser, parce que tout le monde sait, si Djelika Babintou publie ces images, Djelika Babintou ne va pas dire que c'est la cause qui l'a tapé, ou c'est vous qui êtes dans ce studio. C'est Azaya. Donc, si le ministère de la Culture vraiment devait, et le président entre griffes, parce que moi, je n'ai pas vu le président sur les images, donc si le président et le ministère de la Culture devaient intervenir, c'était pour quand même reconnaître d'abord les violences faites aux femmes, les violences conjugales, et demander pardon, maintenant les réconcilier. Nous, on n'est pas contre la réconciliation entre deux personnes qui se sont vues nues, comme on le dit sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas contre, mais nous voulons que les violences soient reconnues comme des violences. Nous voulons que les bourreaux s'excusent ou en tout cas se justifient pas sur les bourreaux. Oui, mais pardon. Hein. Voilà, permettez une petite précision. Je fais une précision. Quand on parle de l'État, il y a beaucoup de démembrements. Comment je vais dire ça? Le département qui a procédé à la réconciliation, c'est le ministère de la Culture. Mais avant ça, il y a le ministère de comment je vais dire ça, de l'action de la promotion féminine, qui justement au nom de l'État a quand même dénoncé, a sorti un communiqué pour fustiger ça. Donc l'État dans un premier temps a reconnu qu'il y avait violence et derrière a procédé quand même à une réconciliation. Oui, mais après, non. Le ministère de la Femme a dénoncé. Mais le ministère de la Femme n'a pas amené Djelika Babintou et Azaya devant nous pour se dire de s'excuser ou de reconnaître ses torts. Maintenant, si le ministère a dénoncé et que l'autre ministère vient réconcilier des gens au nom de la culture, le ministère de la promotion féminine devrait encore réagir. C'est ça. Peut-être, ok, on va les réconcilier au nom des droits des femmes, mais que montre aux autres femmes que si son mari se tape, il peut au moins s'excuser. Au moins, s'ils ne peuvent pas faire autre chose parce que la victime elle-même, elle ne veut pas aller en justice, on la comprend, c'est son droit, c'est son choix. Mais ce n'est pas parce que le ministère a déjà dénoncé, le ministère de la promotion féminine a déjà dénoncé et la culture vient de concilier, puis que l'autre ne va pas lui parler. Il est là pour parler. Alors, Pélimini, aujourd'hui, il y a Oumouawa qui a même évoqué le problème, ces pesanteurs socio-culturelles. Nous sommes dans une société où il y a des valeurs culturelles, où il y a des mœurs que nous devons aussi respecter. C'est vrai qu'il faut amener les gens à dénoncer, mais lorsque vous amenez certains dossiers en justice, ça risque de mettre en péril la relation entre deux familles. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'État agisse pour dire immédiatement réconcilier les deux personnes n'est pas aussi une bonne solution? Parce que l'État, d'abord, il est le garant aussi de la culture nationale. Bon, dit que si on envoie un bourreau en justice, ça va départager deux familles. Je pense que les gens ne réfléchissent pas loin. Ok, si jamais, je vous donne un exemple sur moi, parce que j'aime bien prendre l'exemple sur moi pour ne pas accuser X ou Y. Si mon mari me tape tout de suite,
et que j'amène mon mari en justice, tout le monde est officier. Mais est-ce qu'il me tue? Donc, entre séparer deux familles parce qu'on m'a tapé et séparer deux familles parce que je suis morte, c'est quoi le plus gros problème? Donc, mais ce n'est pas obligatoire qu'on parte en justice. Pour vous dire, nous, on a plus de 100 ou 200 cas qu'on a réglés sans que la justice ne sache, sans que les médias ne sachent, ni les réseaux sociaux ne sachent. On peut régler les choses à l'amiable. Et on peut régler les choses avec le chef de quartier, les ONG, les autres institutions qui sont là, sans que ça ne soit médiatisé. Donc, dire que amener son mari qui te tape, regardez ce qui s'est passé hier, s'il vous plaît. Une femme qu'on tue et qu'on brûle, mais cette partie-là qui est tapée une fois, deux fois, trois fois, on a pardonné pour ne pas se séparer des familles, qu'aujourd'hui elle est morte, et aujourd'hui ces familles-là seront déchirées, fortement. Donc oui, il y a les présentés sociaux culturels, et moi je ne pense pas qu'il y a une culture, vraiment. Parce que nos cultures ne sont pas souvent écrites, mais il y a une culture vraiment qui prône la violence faite aux femmes, ni la violence faite aux hommes. J'ai entendu tout de suite un de vos journalistes, ou en tout cas peut-être un invité, qui parle de la violence faite aux hommes, et que nous on dénonce que pour les femmes, oui, on est des féministes. Il faut savoir d'abord c'est quoi la définition du féminisme. Donc c'est ça, on va dénoncer, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train d'applaudir quand même un homme qui est tué. On n'a jamais applaudi ça. Jamais. Peut-être que vous aussi, vous n'avez pas dénoncé ça avec la même véhémence, en fait. Il y a silence. En fait, il y a ce que les gens dénoncent comme étant aussi un silence coupable. On va s'organiser en masculiniste aussi. Ou peut-être une réaction molle. Là, on vous a vu dégager tout. Je ne sais pas c'est qui, peut-être on se connaît, mais est-ce que lui, il a une fois dénoncé ou défendu un homme qui est tué? On n'est pas obligé, en tant que féministe, de régler tous les problèmes aussi. Nous sommes des féministes, nous défendons les droits des femmes, nous dénonçons, mais nous ne sommes pas contre les hommes, ni pour que les hommes souffrent. Maintenant, si les hommes aujourd'hui estiment qu'il y a des violences faites aux hommes que nous, féministes, nous ne dénonçons pas, mais vous avez tout le droit de créer un mouvement pour dénoncer. Non, mais c'est bon quand même de poser cette question. Mais justement, attendez. On parle de violence basée sur le genre. Non, permettez, Pilimini, on va échanger. Pilimini, on va échanger un tout petit peu. Moi, je parle de violence faite aux femmes. C'est un choix. C'est un choix que de défendre uniquement la cause des femmes. Ça, c'est un choix que vous avez décidé de faire. Monsieur, c'est un choix pour moi, Aminata Pilimini Diallo. D'accord. Je défends que les femmes. Et je n'applaudis pas la mort d'un homme. Je n'encourage pas les violences faites aux hommes. Mais je ne défends que les femmes. Je l'assume, je le dis et je le réitère. D'accord. D'accord. Et là, parce que pourquoi vous estimez qu'elles sont plus vulnérables que les hommes, ou alors Bien évidemment, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas à dessiner. Il n'y a pas à dessiner. Combien d'hommes ont été tués cette année? Combien de femmes ont été tuées? On peut les compter. On va voir les pourcentages. Alors, l'autre question, parce qu'on discutait avec Oumouawa ici, qui nous disait, dans un premier temps, vous avez un rôle de dénoncer, vous accompagner, mais est-ce que, au cas où certaines victimes sont réticentes quant à aller en justice, est-ce qu'il arrive que vous leur obligez, ou que vous leur, je sais pas, en tout cas, suggériez d'accepter d'aller en justice, justement, pour amener à minimiser désormais cette violence-là? Ou tant que les victimes vous disent, non, moi je n'ai pas envie d'aller en justice, vous ne franchissez jamais ce pas-là? Non. Moi, un exemple, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le club des jeunes filles, mais si une victime vient vers moi, elle me dit qu'elle a un problème, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Je lui demande la question, tu veux quoi? Ah, elle me dit, je veux aller en justice. Je dis, si tu es prête à aller en justice, je peux t'accompagner. Il y a certains qui disent, non, moi, je voulais juste te parler. Je veux juste récupérer un exemple, mon enfant. Je dis, ah, si tu dois récupérer ton enfant, il faut bien aller à la justice. Ça, c'est clair. Donc, il y a certains qui viennent en justice, qui veulent aller en justice, on les accompagne. D'autres qui ne veulent pas, on ne dit rien. On ne va pas dire à une justice, part en justice. On donne juste les solutions. C'est à elle de choisir la solution qu'elle veut. Maintenant, il y a certaines, on part en justice avec elle, jusqu'à un certain moment, elle se retire, on les laisse. Mais la vie, c'est un choix. On mobilise personne, bien que les gens pensent qu'on est en train de forcer les gens. Yelika Babintou a dit qu'elle, par exemple, c'est un exemple, parce qu'on parle de Yelika Babintou, elle a dit qu'elle ne va pas porter plainte. Je ne pense pas qu'il y a eu au moins 2 ou 3 féministes qui ont dit à Yelika Babintou de porter plainte. Non, personne ne lui a dit d'aller. Le jour qu'elle sera prête à aller porter plainte, elle nous appelle, on va l'accompagner. Ça, c'est clair. D'accord. Maintenant, parce que c'est ce qu'on n'a pas compris chez les féministes, à partir du moment où elle a dit, par exemple, qu'elle ne porte pas plainte,
puisque le dossier n'est pas encore devant la justice, il n'y a pas lieu encore de s'écœurer. Parce que là, c'est elle-même qui a pris la décision, elle est majeure, elle sait pourquoi elle l'a fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de débattre dessus. J'ai dit à l'entame que le problème, ce n'est pas Djelika Babintou, c'est les violences faites aux femmes. Si Djelika Babintou, c'est comme on l'a pris comme une image aujourd'hui. Mais on ne va pas prendre ce problème-là pour en parler. On a fait le cas de Mamacita. Mamacita, personne ne l'a, elle n'a même pas dénoncé comme Djelika Babintou, par exemple. C'est juste les bandits, les gens ont fait parce qu'on a pris son problème. C'est pas parce qu'une victime veut aller en justice qu'on va parler ou qu'elle ne veut pas aller en justice qu'on ne va pas parler. Donc, comme je vous ai dit, le problème, ce n'était pas la personne de Djelika Babintou ou la personne de Azayas, mais le problème, c'est le système patriarcal qui est en train toujours de violenter la femme. Ok. D'accord. Mais aussi, faut pas on va pas se mentir ici. Il y a une bonne frange justement de la jeune féminine qui ne vous soutient pas dans ce combat-là, qui pense même que vous exagérez et que vous êtes en train de détricoter nos valeurs. Le témoignage, c'est que justement, à la suite de ce tollé qu'a suscité l'association de Djelika Babintou, lorsque le collectif justement des défenseuses des droits de la femme ont sorti ces collectifs, on s'est communiqué pour fustiger un peu l'attitude de l'État, derrière, une bonne frange même de la jeune féminine, ça n'est violemment pris à vous, les féministes. Est-ce que vous êtes conscient justement de cette perception un peu aussi, un peu pas jolie en tout cas, qu'a cette société et même des femmes pour lesquelles vous vous battez? Vous êtes conscient de cette perception-là que ces gens-là ont de vous? Et qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que ça vous décourage dans votre combat? À la fin, vous vous dites, finalement, des gens pour lesquels on se bat, n'en ont rien à faire. Vous savez, on fait un combat parce qu'on est opprimé. Et à chaque peuple, ou en tout cas communauté opprimée, il y a toujours des gens qui soutiennent celui qui opprime. Donc c'est comme dans le féminisme, c'est la même chose. C'est comme le racisme ou, je sais pas, la colonisation ou l'esclavage. Il y avait des Noirs qui étaient avec les Blancs pour coloniser leurs parents. Donc si les femmes font la même chose, on connaît, nous étudions ces cas. On les appelle d'ailleurs les pique-niques ou les gardiens du patriarcat. Ça ne nous décourage pas, ça nous fait juste pitié. Mais je ne sais pas si vous le savez ou pas, il y a beaucoup de féministes aujourd'hui qui, il y a 5 ans ou 6 ans, nous insultaient comme celles qui sont en train de nous insulter aujourd'hui. Mais puisqu'elles ont compris le cheminement, elles ont compris que c'est un combat pour toutes les femmes, elles sont venues vers nous. Donc les autres qui sont en train d'aujourd'hui de se léguer contre nous, on ne les insultera pas. On ne les attaquera pas, on n'est même pas fâché contre elles. Nous prions juste pour elles, pour qu'elles puissent voir ce que nous sommes en train de voir. Peut-être un jour elles vont le voir, peut-être un jour elles ne vont pas le voir, ça ne nous dérange absolument pas. D'accord. Et l'autre question, ce qui fait que l'un des éléments qui fait que on a une mauvaise perception quand même des féministes aujourd'hui, c'est votre idée. Bon, je ne sais pas si vous en tout cas, mais c'est ce qu'on lit entre les lignes, c'est cette volonté de vouloir un peu défaire ce que vous appelez le patriarcat, parce que vous vous dites que c'est celui-là le problème. Est-ce que justement, ce n'est pas une des raisons qui fait que les gens commencent à avoir une mauvaise perception de vous parce que vous voulez faire changer un système? Vous estimez c'est parce que c'est le patriarcat qui fait que aujourd'hui on a sur la main ces violences conjugales, ces violences liées un peu au genre. Est-ce que cette perception-là ne participe pas à détériorer votre image vous-même? Mais c'est ça, c'est déjà ça, parce que si il y a quelqu'un qui te colonise ou qui t'emprisonne et qui est en train de lutter pour que tu sois libre, cette personne ne sera jamais tranquille. Si elle sait que tu es libre, indépendante et ça va peut-être diminuer quelque chose, ça va, je ne sais pas, le truc, en tout cas, si la personne qui t'opprime, qui t'enferme, fait que si tu sors là-bas, tu n'es pas bien pour elle, elle ne voudra jamais te comprendre, elle ne voudra jamais que tu sois libre. Donc, de toute manière, cette société qui ne nous comprend pas aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait qu'on est en train de défaire le patriarcat et ça ne sera pas bien pour elle, que ce soit hommes et femmes, comme vous avez dit, il y a des femmes qui sont parties, il y a des femmes qui sont les gardiennes du patriarcat. Donc, pour cela, on n'arrive pas à nous comprendre, on ne veut d'ailleurs pas nous comprendre, mais nous, on va continuer dans ce sens. On espère qu'on va se comprendre pour qu'on puisse vivre en harmonie dans le monde.
Alors, une dernière question avant de partir, justement, hein, parce qu'on pose la question, justement, si votre combat il est mal engagé, et surtout, on le dit, c'est au regard un peu, parce que l'un des acteurs qui devrait vous aider à faire ce combat-là, c'est l'État. On l'a dit, l'État dispose déjà d'un arsenal juridique dans ce sens-là. Il y a, par exemple, déjà la journée du 8 mars consacrée à la femme. Il y a même une journée consacrée à l'éradication de violences basées sur la carte. Donc, autant de choses comme ça dont dispose l'État dans le sens d'accompagner la jeune féminine dans son combat. Mais est-ce qu'à partir de l'acte posé dans la situation d'Azaya et Djelikaba Bintou, est-ce que vous vous dites finalement ce combat, il ne vaut pas la peine parce que l'État censé nous aider à nous garantir le chemin est en train de nous torpiller? Est-ce que ça vous décourage? Vous vous dites ce n'est pas un combat qui vaut la peine d'être mené? Bon, en tout cas, c'est décevant, mais ça ne décourage pas. C'est décevant quand même. Franchement, ça nous a beaucoup déçus, mais ça ne nous décourage pas. On va continuer parce qu'on ne peut pas travailler seul. On travaille et qui vont rectifier le tir. Mais c'est décourageant. En fait, c'est décevant, je veux dire, mais pas décourageant. On ne va pas se décourager, on va continuer. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et on se reprend très prochainement. Merci en tout cas d'être intervenu dans cette émission. Maintenant, toujours avec notre invitée qui est dans ce studio, c'est Oumouawa Diallo, féministe, elle aussi. Est-ce que toi aussi, déjà, tu t'affirmes, tu lui dis, je m'engage. Est-ce que toute cette analyse développée par ta consoeur, et tu la partages? Oui, je partage en fait. Quand on est féministe, on assume notre position. En fait, ce n'est pas féministe qui le veut, mais qui le peut. Il y a les gens qui confondent les défenseurs des droits des femmes et les féministes. En quoi c'est différent? Parce que finalement, tu défends les droits des femmes... On vous met dans la même corbeille. Mais si vous défendez le droit des femmes, vous êtes féministe. Non. Alors, il faudrait que tu l'assumes, en fait. Il y a des gens qui défendent les droits des femmes, mais qui disent qu'elles ne sont pas féministes. Et on l'accepte. Oui. C'est leur droit, en fait. Mais... quand tu défends les droits des femmes, il faudrait aussi que tu acceptes que tu es féministe. Le fait de défendre les droits des femmes ne fait pas de toi une féministe. Non, mais ça, je ne comprends pas. C'est quoi la dichotomie? Vous ne pouvez pas comprendre. Non, expliquez-nous. Mais justement, qu'on ne puisse pas comprendre, c'est autre chose. Mais déjà, clarifiez-nous cette position-là. Pour moi, défenseuse des droits des femmes, féministes, jusqu'ici, je pensais que c'était la même chose. Mais vous nous dites qu'il y a quand même une ligne de démarcation. Effectivement. Elle se situe à quel niveau? Parce que là, moi, je tombe de nuit là. En fait, on ne peut pas dire à une personne féministe si la personne n'accepte pas et ne s'assume pas. L'appellation, effectivement. C'est quand on dit qu'une personne est libéraliste ou communiste. Vous voyez, il y a d'autres qui disent, bon, moi je suis de telle doctrine, moi je suis de telle doctrine et tout. Vous voyez, donc le féminisme aussi, c'est ça. Parce qu'il y a même une charte des féministes. Tu adhères à l'idée du féminisme. Oh, d'accord, si tu n'y souscris pas... Effectivement, ce qui veut dire que tu n'es pas féministe. Tu as beau défendre les droits de la femme, tant que tu ne souscris pas à la charte des féministes, tu ne prends pas l'étiquette. Il faudrait que tu assumes ta position de féministe. Parce que dans le féminisme, il n'y a pas d'hypocrisie, en fait. D'accord. Ce que moi, j'aimerais dire à Oumouawa, je ne suis pas contre votre combat. C'est quelque chose quand même qui me plaît parce que je viens d'une maman, j'ai des sœurs, j'ai des nièces, il y a des personnes auxquelles j'ai assez de respect. Mais ce qui m'intrigue, ce que vous appelez chez vous les féministes, c'est quand vous oubliez parfois les valeurs culturelles. Je suis d'accord que vous amenez les gens à dénoncer. Mais pour moi, est-ce qu'il faut changer aujourd'hui la méthode de faire ? Lorsqu'il y a un problème qui se pose en famille, supposons qu'il y ait deux personnes qui soient mariées pendant des années et qu'à un moment, il y a des problèmes qui surgissent, il y a des coups de poing. Pilimini a parlé de mort, je ne suis pas d'accord qu'on batte quelqu'un jusqu'à mort. Mais le premier cas qui se pose ici, ce n'est pas habituel. Il faut venir d'abord discuter. Parce que la femme, parfois, elle agit sous l'effet de la colère, tout et tout, et puis elle publie tout. Lorsque vous récupérez ce dossier, moi, à mon avis, il faudrait penser aux valeurs culturelles. Il faudrait penser à ces enfants qui sont derrière, venir négocier juridique et prendre des dispositions au cas où ça se répète. Si la personne est récidiviste pour la deuxième fois, je crois qu'il faut commencer à déclencher des actions judiciaires. Mais on a vu des dossiers ici qui sont récupérés vite fait, bien fait, et puis paf, c'est sur la toile. Après, quelque part, il y a la fille qui sort pour vous dire l'enfant, la hamfada. Et ça remet en
en cause le combat que vous êtes en train de mener. Quelque part, c'est vrai, c'est noble ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas contre vous, on n'est pas contre ce que vous faites. Mais la façon de faire, moi je pense aujourd'hui qu'il faut que les féministes s'asseyent, qu'on essaie de réfléchir. Nous avons un pays, nous ne sommes pas occidentaux. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent que je suis trop africain, tout et tout. Moi, je défends les valeurs africaines. J'appartiens à une société guinéenne. J'appartiens à une société où on exige le respect de la femme. Quand on parle aujourd'hui de droits de femmes, on pense que c'est l'Occident qui nous a appris. Non! Quand vous prenez la configuration de l'Afrique, même le pouvoir appartenait aux dames. Vous prenez aujourd'hui le masque Dimba. Ce n'est pas les hommes qui sont représentés, c'est la femme qui est représentée. Ça explique tout aujourd'hui. Le branding national que nous avons mis aujourd'hui en valeur, le Ndimba, c'est une femme. C'est une femme, un homme n'a pas de mamelle. Ouais, mais quand même, on oublie tout ça aujourd'hui. Ça, c'est important. Oui, est-ce que lorsque la réflexion est faite globalement, moi j'ai comme l'impression que là tu prends un exemple, une sorte de goutte d'eau dans un océan. Ce que tu dis là n'est pas représentatif de toute l'Afrique. Mais c'est toute l'Afrique. Non, mais attention. En fait, ce que vous ne comprenez pas, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Quand vous parlez de tradition et de culture, je suis d'accord. Avant il y avait des choses qu'on faisait et que maintenant on ne fait pas parce qu'on a estimé que le monde a évolué et que ces choses sont nuisibles pour notre santé. On est trop en train d'occidentaliser quand même. Ça ne nous donne pas la latitude de nous améliorer et d'avancer. C'est le cas de l'excision par exemple. Nous on l'a toujours dit. L'excision n'était pas en fait, le camp d'excision n'est pas qu'un centre d'ablation. C'est aussi un centre d'éducation. Avant, quand une fille était excisée, on t'apprenait beaucoup de choses. Comment t'asseoir, il y a d'autres filles la cuisine, comment entretenir la maison et tout. Tout ça, je ne suis pas contre en fait. C'est une sorte d'éducation. Mais il faudrait qu'on abandonne le mauvais côté en fait de la tradition. Il faudrait qu'on abandonne, qu'on bannisse catégoriquement le mauvais côté de la tradition. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait que maintenant on ne fait pas. Avant, nos grands-parents marchaient de Bambeto ici à cause à Kagbeleng. Mais maintenant, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on a vu, c'est parce qu'on a maintenant des choses. Vous pensez que ça ne se fait pas ici? C'est parce que maintenant on a des choses qui nous permettent de nous déplacer sans passer par ça forcément. Vous voyez? Donc il faudrait qu'on avance. Le monde avance. Nous ne sommes plus au 18e siècle. Nous ne sommes plus au 18e siècle. J'ai juste pris un exemple parce qu'il y a le bon côté et le mauvais côté des choses. Donc il faudrait qu'on prenne ce qui nous permet de nous améliorer, ce qui nous permet d'avancer. Mais si tu vois que tu fais quelque chose, la chose ne fait que te faire régresser, pourquoi continuer en L'excision a régressé quoi? Parce que les chiffres que vous donnez, par exemple, quand j'écoute des gens qui luttent contre l'excision, qui me disent que ça crée des complications, la naissance... Ce qui n'est pas faux, Yomoudo. D'accord, c'est pas faux. Mais lorsque vous prenez les chiffres, par exemple, de natalité au niveau des pays occidentaux, les femmes africaines figurent parmi celles qui ont subi l'excision. Oui, ça peut être une question de décision, de se reproduire ou pas. Cela n'a rien à voir avec l'excision. Non, mais je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'excision. En fait, c'est une question de choix. C'est une question de droit et de choix. C'est une question de leur donner la latitude de se reproduire ou pas. Aujourd'hui, en Afrique, plus précisément en Guinée, les hommes ne donnent pas le droit à la femme de décider si elle va se reproduire ou pas. Alors que dans les autres pays, on donne vraiment la femme la latitude de dire elle veut se reproduire ou pas. Donc là, c'est pas une question d'excision, mais c'est une question de choix, de respecter le choix de la femme. Je pense qu'il n'y a rien à débattre. Il n'y a pas de différence. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous, on a suivi une formation en 2013, je vais donner la date, en 2012, pardon, avec l'UNFPA, on nous a expliqué qu'une femme, par exemple, qui est excisée, avait des complications au niveau de l'accouchement. Je suis d'accord. Mais lorsque j'ai pris des chiffres aussi des pays là où l'excision est éradiquée, la France et autres, on s'est rendu compte que les femmes africaines font beaucoup plus d'enfants. Oui, mais c'est une question de choix, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Laisse-moi finir. Après, ces mêmes États occidentaux, ce n'est pas moi qui donne les chiffres. On fait croire que les femmes qui vont en Afrique, qui se déplacent de l'Afrique pour aller en Europe, chez eux, en France, là-bas, sont pour la plupart excisées, et à 98%. Comment
comment se fait-il que toutes ces femmes... Pas 98, mais 95. Comment se fait-il, par exemple, ça c'est les chiffres actuels, comment se fait-il, par exemple, que ces femmes qui ont des risques, les complications pour l'accouchement peuvent aussi faire d'enfants si c'est 7 enfants tout et tout, pourtant elles sont excisées. C'est la question que je me pose. C'est pourquoi je n'aime pas débattre de la question d'excision. C'est votre position, je la respecte. Et c'est ma position, Moudi, donc vous êtes obligé de la respecter. À un certain moment, ce que je n'ai pas compris aujourd'hui, nous, jeunes Africains, nous sommes en train d'occidentaliser tout, même nos valeurs culturelles. Pourquoi quand vous êtes habillé là, vous êtes assis comme ça? Je crois que vous êtes habillé en lépine ou bien en forêt sacrée. L'homosexualité se passe au vu et au su de tout le monde. Non, on n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet. Si vous pensez qu'il faudrait rester dans la tradition, nos cultures, ben changez votre habillement. Habillez-vous en forêt sacrée ou en lépine. On ne va pas faire un débat africain. Non, mais je pense sinon, que c'est... j'ai l'attitude aussi de te prouver que même l'habillement que nous portons, il n'y a rien on n'est pas là, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, la question qui soulève quand même, pour moi, elle vaut la peine d'être posée. Et justement, votre féminisme auquel vous avez adhéré, vous dites qu'il existe même une charte à laquelle il faut souscrire si on veut s'assumer, jouer pleinement ce rôle-là. Justement, en tant qu'Africaine, ayant une réalité différente, je suppose que le féminisme a été importé, ça non plus, on ne peut pas le nier. Pas du tout. Le féminisme n'a pas été importé. Nos mamans étaient féministes, sauf que les gens n'acceptent pas cela. Sauf que vous n'acceptez pas cela, mais nos mamans ont été féministes. On n'a fait que suivre les femmes. Sauf que peut-être la manière de mener le combat est différente, mais je pense que le féminisme n'est pas quelque chose qui a été importé. Je pose la question. Moi, jusqu'à preuve du contraire, le féminisme a émergé il n'y a pas longtemps. Et surtout parlant d'Afrique, c'est clair. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que justement, avec ce féminisme-là, en acceptant d'y adhérer, est-ce que vous tenez compte des réalités africaines? Vous vous dites, on réadapte ce féminisme à notre réalité, à notre contexte, faire en sorte pour garder l'équilibre. C'est une charte africaine. Elle est différente, la charte africaine-là, elle est différente, par exemple, d'une charte qui viendrait d'Europe, d'Occident. Avez-vous pris le temps de savoir, est-ce que ce n'est pas une charte calquée mot pour mot? C'est une charte qui a été élaborée par des femmes africaines. Est-ce que vous avez pris la peine de savoir, par exemple... Ces femmes africaines qui s'inspirent des réalités occidentales, c'est ça? Justement. On s'inspire tous et toutes, monsieur. On s'inspire tous ça et ne toutes, tient pas sauf compte de que nous, ça de nos dépend de valeurs. la manière de s'inspirer. À des moments, ça ne tient pas si compte de nos nos valeurs. personnes, en fait, je ne vais pas dire que les gens ne créent pas, mais on s'inspire tous et toutes de quelque chose. Soit de la nature ou de quelque chose qu'on a déjà vu. Mais on s'inspire tous. Oui, absolument. On a beau vouloir s'inspirer de quelque chose. Là, je suis d'accord avec vous, mais encore faut-il, en adoptant des choses comme ça, adapter ça à notre propre réalité. Parce que pour moi, du mimétisme, mot pour mot, ou du copier-coller, à un moment donné, ça nous nuit. Là-dessus, on peut se comprendre. Là, je ne peux pas parler, en fait, du copier-coller ou autre, parce que je ne suis pas du tout avec... Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être on aura le temps de débattre, mais je suis prêt à parier. Le féminisme est quelque chose d'importé. Donc là, sur cette question, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas du tout d'accord. Mesdames et messieurs, et je n'ai pas besoin, en fait, de justifier. Moi, je suis prêt à parier que lorsque vous sortez la charte, elle ne tiendra jamais compte des valeurs africaines. Ça, je suis prêt à parier. Ça, c'est votre avis. C'est comme les constitutions que nous avons partout. On ne va pas parler de politique partout en Afrique. Même la charte de l'Union africaine. En fait, ça ne reflète pas l'image de l'Afrique. Et c'est ça le problème. Circonscrit dans notre débat. On parle de charte des féministes. On ne parle pas de constitution ou autre. Là, on parle de droits des femmes et de féministes. En fait, la charte des féministes, je suis prêt à parier, mettre ma main à couper, que ça ne reflète aucunement les réalités africaines. Qu'est-ce que vous appelez réalité africaine? Les réalités africaines. Du moment où vous ne reconnaissez pas que le féminisme n'est pas quelque chose qui a été importé de l'Occident, non, mais moi je l'ai dit, attention, peut-être que c'est Pierre qui l'a dit. Moi je t'ai dit, l'Afrique d'abord c'est une société matriarcale. Lorsque j'ai pris exemple sur la communauté Baga par exemple, qui donne de la valeur à la femme. Mais ce n'est pas toutes les sociétés africaines qui ont fonctionné comme ça. Non, du tout. Peut-être que c'est l'interprétation qui pose problème. Mais moi, je pense que... On donne beaucoup plus... Même si, en fait, la société ne reconnaît pas la valeur de la femme, mais nous disposons de beaucoup d'éléments qui mettent la femme en valeur, sauf que c'est nous qui voulons toujours rester derrière, en fait. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on arrive à comprendre les choses. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été enseigné par l'Occident. L'Afrique est matriarcale. Donc, absolument. Ce n'est pas moi qui ai dit que le féminisme
féminisme Non, a non, été c'est moi, importé. évidemment, ça j'assume. Voilà. Je voulais justement poser la question parce que pour moi, jusqu'à preuve du contraire... Non, je vous comprends. Ah, voilà, absolument. Alors, on va avancer tranquillement parce que là, ça commence à tourner au pugilat entre notre invité et Salou Yombuno. Et c'est le principe, bien sûr, de cette émission-là. On avance tout de suite avec la première rubrique de cette émission-là. Vous la connaissez, c'est Quoi de neuf sur Internet? Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Quoi de neuf sur Internet? D'habitude, ça tourne autour de notre invité. Justement, cette fois, ça va tourner autour de la thématique, mais ça tourne autour, bien sûr, de la réaction du collectif des défenseuses des droits de la femme, bien évidemment, qui a sorti, s'il vous plaît, un communiqué à la suite de la réconciliation par l'État de Azaya et d'Elikaba Bintou. On va voir dans ce qu'en pensent les internautes, justement, et de manière globale, sur les féministes ou les défenseuses des droits de la femme. On va partir tout de suite, Salou Yombuno, avec le premier commentaire que vous allez voir tout de suite. Ça nous donnera une idée de voilà. On dit en vérité, elle a parfaitement raison. Azaya devrait être jugé. Il a commis un crime. Il n'est pas au-dessus de la loi en lui pardonnant sans lui mettre une peine. De se sous-estimer. C'est de se sous-estimer, ok. C'est de sous-estimer, pardon, la valeur d'une femme dans le foyer. Hein? Dans le foyer et encourager la violence conjugale. Bon, ben là, ça vous fait plaisir de voir que c'est un homme qui navigue dans le sens de votre idée. C'est ça. C'est ça. Alors, on va avancer, on verra la suite tout à l'heure et on verra quelle va être votre réaction. On poursuit avec cet autre commentaire, Yombuno. En Afrique, les féministes Fareyare ont contribué à retarder le mariage des filles ayant une licence ou plus. Yako, à vous. Tout à l'heure, je le disais. Hein, C'est son avis, en fait. Oui, mais après, justement, ça témoigne de cette perception d'une partie de la société, de ce féminisme-là, de vous. Ils pensent effectivement que vous êtes en train aujourd'hui de rarifier le mariage parce qu'une fille qui part à l'école, qui s'imprègne de vos idées, à un moment donné devient réfractaire à toute idée de se soumettre dans un foyer. Est-ce que effectivement, peut-être inconsciemment, pas parce que vous le voulez, mais parce que vous peut-être n'expliquez pas aussi bien le sens du féminisme, est-ce que cette idée n'est pas en train de faire chemin? On sent de plus en plus de filles qui veulent cette idée individualiste, indépendamment de l'homme. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que vous soyez mal compris? En fait, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui applaudissent les féministes. Quand tu pars à une rencontre internationale, je suis très fière de toi, les commentaires. Oui, à l'international, Mais on peut imaginer ça. C'est ça, c'est ça. Et quand en fait il y a un cas où tout le monde s'indigne, c'est là que les jeunes juges viennent. Ils nous insultent en disant, bon, vous êtes féministe, il y a ci, il y a ça. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, les féministes ne sont pas contre les hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes féministes que nous, on ne veut pas se marier. Ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on ne veut pas que les autres filles se marient. Mais nous, on dit juste qu'il faudrait attendre à 18 ans pour donner en fait le temps à la jeune fille d'être bien préparée. Parce qu'en fait, elle ne peut pas avoir 13 ans, 14 ans. À ce moment-là, elle n'a même pas... elle ne peut même pas s'occuper d'elle-même. Comment est-ce qu'elle va s'occuper de son foyer et comprendre les réalités qui se passent dedans? C'est pourquoi nous, on veut vraiment qu'on donne la latitude aux jeunes filles d'avoir 18 ans, d'avancer en études. Parce que ça va être très compliqué, même avec nous. Quand tu as 20 ans, 22 ans, 23, tu veux faire le master, ça devient très compliqué pour toi, étant marié, de continuer. Et quand tu es en train aussi de procréer, d'avoir des enfants, ça devient très compliqué. C'est pourquoi nous, on se dit, bon, il faudrait peut-être attendre jusqu'à 18 ans pour donner la latitude à la jeune fille de grandir, tout en l'éduquant aussi, la permettre vraiment de se préparer et de savoir à quoi s'attendre dans un foyer. On verra bien. C'est du chemin à faire parce que tout le monde ne vous a pas encore cerné de cette façon-là. On poursuit avec le prochain commentaire pour se donner une idée. Yombuno. Il me semble que les fondations de la réconciliation n'ont pas été correctement établies. Nos responsables ont peut-être agi avec précipitation. Les dommages sont importants et pour les réparer, il serait souhaitable que les deux parties puissent s'asseoir ensemble, dialoguer calmement et apprendre à surmonter leurs difficultés, à se pardonner mutuellement, sans base solide
il n'est pas surprenant que le mobile, le moindre problème puisse engendrer de nouvelles tensions. Je soutiens sincèrement leur réconciliation et souhaite que leur relation puisse prospérer, car il est naturel qu'un couple traverse des moments difficiles. Elle est plutôt équilibrée. Elle part dans le sens de dire que vous avez raison, peut-être à un moment donné, de s'offusquer du fait d'avoir biaisé votre lutte, mais elle ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'État ait procédé justement à cette réconciliation-là. Sauf qu'elle alerte aussi sur d'éventuels cas de récidive. Il y en a comme ça qui sont équilibrés, qui ne sont pas forcément féministes à outrance, comme vous semblez l'être, et qui ne sont pas aussi contre vous. Ça vous rassure un tout petit peu? Bon, en fait, moi, sur la question de réconciliation, je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne connais pas le fondement de leur couple, ce qui se passe entre eux et tout. Mais ce que j'ai à dire, en fait, qui sait si c'est vraiment une réconciliation? Point d'interrogation. Parce que là, en fait, d'après ce que j'ai vu, le ministère de la Culture a mis en avant la culture, a mis en avant le fait que chacun des deux doit se produire dans quelques jours pour Azaya et dans quelques mois dans quelques jours plutôt pour Djelikaba Bintou et dans quelques mois pour Azaya. En fait, moi, je vois ce que le ministère de la Culture a mis devant. En tout cas, je ne crois pas en une réconciliation sincère, véritablement. Voilà, Alors, à aucun moment donné, ça ne vous a aussi effleuré l'idée que, parce qu'au regard de votre réaction, que tout ça aussi, bon, y compris moi, je suis en train de me poser cette question-là, n'est pas une sorte de mise en scène comme quoi il y a eu violence, ou à aucun moment donné, ça n'a effleuré votre idée? Par exemple, que cette histoire de violence-là, de violence ou quelque chose comme ça? Bon, non, pas du tout. D'accord. Je crois fermement en Djelikaba Bintou, est-ce qu'elle a dit. Par contre, vous avez en doute quelque peu en la réconciliation. C'est pas peu, je doute de cette réconciliation. C'est tout vous, ça. Alors, on va continuer. Le prochain commentaire, s'il vous plaît. Là aussi, on va continuer avec ces internautes-là, Yoboulo. Le droit est la matérialisation de la volonté politique de l'exécutif, et c'est ce même exécutif qui a voulu que ça se règle ainsi. En tant que vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre le fonctionnement de l'État. Vous, là, peut-être c'est nous. Mais vous les féministes, évidemment, c'est vous qui vous êtes levés contre la réconciliation. Mais c'est vous. Parce que, voilà, c'est ce que je disais. Dans un premier temps, l'État, à travers un ministère, a déjà dénoncé justement ces violences-là. Mais d'un autre côté, d'un autre bras, puisque disposant de plusieurs bras, a dit, bon d'accord, j'ai dénoncé d'un côté, mais j'ai réconcilié. Je ne prends pas forcément le bâton pour taper. Cette fois, j'utilise la carotte, comme on le dit. L'État a tous ces leviers-là. Donc, pour lui, effectivement, l'État dispose des moyens coercitifs. Le pouvoir. Le pouvoir, et y compris le pouvoir juridique d'ailleurs, parce qu'il y a un arsenal dans ce sens-là. Mais l'État peut à un moment donné dire, bon allez, je ne vais pas sortir le bâton, j'ai envie de réconcilier tout ça. Donc en fait, lui, c'est son point de vue là. Oui, l'État l'a fait justement pour une cause. Ah d'accord. Pour toi, l'État, en fait, a mis au néant tout le combat que nous, on a mené pendant des années. C'est pas mettre au néant. Non, c'est ça, en fait. Moi, je n'appelle pas ça mettre au néant. Si, parce que dans ce genre de cas, l'État devait plutôt aller sur une base de faire appliquer la loi. C'est pas parce que c'est Azaya. Pourquoi alors l'État n'a pas agi comme ça avec les autres bourreaux, les autres présumés auteurs? Pour vous, il y a deux poids, deux mesures. Oui, mais c'est ça en fait. Et là, c'est vrai que l'autre a été condamné du côté de Kankan, mais peut-être il peut être libéré. Ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien parce que l'État agit quand ça les arrange. Et là, peut-être ils voient la culture guinéenne qui est en train de mal partir et tout. Et l'État aussi a vu qu'en tant que féministes, nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est vrai qu'au niveau du pays, ils ont le pouvoir, l'État a le pouvoir, mais ils ont vu aussi qu'à l'international, quand on veut changer les choses qui ne dépendent pas forcément d'ici, voilà que ça peut changer. La preuve en est que le concert de Azaya a été reporté au Canada, et là c'est parce qu'on s'est saisi du dossier, c'est parce qu'on a dénoncé, c'est parce qu'on a en parlé, on a fait beaucoup de démarches pour que ça passe, pour que ça aboutisse ainsi. Je pense que là, en fait, l'État est dans une position vraiment qui met à zéro tout ce qu'on a eu à faire. Parce que là, s'il vous plaît, même s'il y avait d'autres victimes, d'autres artistes qui voulaient dénoncer leur bourreau,
elles n'auront pas le courage de parler. Parce que c'est pour dire que même si les féministes m'accompagnent, c'est l'État qui a le dernier mot. C'est l'État qui a le pouvoir. Donc c'est l'État qui peut... Même ces victimes-là, à contre-cœur à un moment donné, vont accepter justement ces formes de négociation. C'est pas que tout le monde aussi ne va pas accepter de donner ces noms, mais beaucoup de personnes, par exemple, qui ont suivi le dossier, qui comprennent les choses, vont se dire que quel qu'en soit ce que les féministes vont faire ou bien sont en train de faire, c'est l'État qui a le dernier mot. Et si vous voyez que l'État agit comme ça, c'est que l'État est capable où l'État n'a même pas intervenu. Et ça, c'est déplorable en fait. C'est pas l'État. C'est pas l'État, je vous comprends, mais c'est déplorable en fait. On vit dans un état de droit. On ne vit pas dans un état anarchique et autres. On vit dans un état de droit où l'État s'est engagé à ratifier des conventions, à mettre en place des textes de loi, à travailler avec des partenaires pour éradiquer les violences faites aux femmes. En fait, c'est comme si... Et c'est montré flexible après. C'est ça, en fait. Et là, nous, on est dans une position de faiblesse, il faut le dire comme ça, parce que on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de l'État et ses partenaires. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui ne nous encourage pas. C'est décevant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre point où les gens ont considéré que vous exagériez là aussi, vous pouvez bien vouloir qu'il y ait justice. Mais ça, ce n'est pas à vous de déterminer les conséquences de cette justice-là. Ce que les gens ont déploré chez vous, c'est de viser la carrière d'Azaya et de dire de faire en sorte, vous avez même lancé une pétition que les gens devraient signer. Qui ont signé. Oui, mais voilà, ça, honnêtement, ça a été minimisé. Hein, ce n'est allé nulle part là. Vous n'avez même pas atteint les 10 000 signatures. Voilà, ça c'est clair. Mais déjà, ce que les gens ont festivé, 5 000, quelque chose comme ça, c'est très minime. Ce que les gens n'ont pas aimé dedans, c'était, vous auriez pu demander justice, que l'État utilise les moyens juridiques pour le faire, mais vous avez choisi les conséquences que Azaya devait subir. C'était qu'il devait perdre tous ses contrats et qu'il devait aussi perdre ses contrats d'ambassadeur. Ça, c'était pas vous, ce n'est pas votre rôle de choisir aussi les conséquences qu'il doit subir. Ça, en fait, ce que vous ne comprenez pas, le cas de Azaya est différent des autres cas. D'où le traitement différent que l'État a fait sur le cas. En fait, par rapport aux autres cas, on vient juste demander justice. Et là, c'est comme si on savait à l'avance que l'État n'allait pas agir. Donc nous, on s'est préparé pour vraiment toucher, impacter ces conseils. Mais ça, en fait, nous, on se dit que c'est pas une injustice. C'est une injustice. Pas du tout, ce n'est pas une injustice. Nous, on se dit que Azaya est un frappeur de femmes, donc il n'est pas habilité à nous représenter. Oui, c'est un frappeur de femmes. Il n'est pas habilité à nous représenter à l'international. Quelqu'un qui frappe une femme ne doit pas être sur scène pour prôner quelque chose pour prôner l'amour. Vous voyez, à chaque fois, elle a Nyene Souma, je ne sais pas quoi et quoi. En fait, vous voyez, c'est déplorable en fait, de voir Azaya, une icône de la musique guinéenne, se comporter ainsi. En fait, c'est un exemple pour une société. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui prennent exemple sur Azaya. Azaya, c'est une bonne personne. Mais si lui, en tant qu'ambassadeur de tout un pays, il se permet d'agir comme ça, c'est que nous aussi, on ne va pas réfléchir avant d'agir. Si lui, dans sa position d'artiste, d'influenceur, de tout ce qu'on lui colle, il n'a pas réfléchi jusqu'à ce qu'il a battu sa femme, aux conséquences que cela pouvait aboutir. En fait, il savait que quand ça allait partir loin, c'est ça, il risquait sa carrière. Mais en fait, il se dit que il est resté dans une position pour dire que bon, moi en tant qu'artiste j'ai le pouvoir, donc ils ne peuvent pas me faire ci. Donc son cas devait servir d'exemple aux autres artistes qui sont en train de faire la même chose et d'autres chanteuses aussi qui sont en train de subir la même chose. Donc son cas doit servir d'exemple. D'où la volonté de nuire à sa carrière. C'est ça. Pas de sa carrière. Mais bien sûr, c'est sa carrière. Pas du tout. Vous visiez sa carrière. Non, pas de sa carrière. Lorsque vous faites en sorte pour le moment de ce qu'il est en train de... Absolument, c'est sa carrière. Mais parce que si vous parveniez... De subir les conséquences de son acte. Si vous parveniez de subir les conséquences de son acte. Parce qu'en fait, il pouvait ne pas battre sa femme. Il pouvait se dire, bon, c'est ma femme quand même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il pouvait rester calme et tout, essayer de gérer avec elle. Mais pourquoi il s'est mis dans une position de frappeur? Pourquoi il s'est mis dans une position de bourreau en sachant qu'il a beaucoup de projets qui risquaient d'être impactés? Pourquoi donc ce n'est pas de notre faute? Et vous avez fait un bon ciblage. Oui, c'est ça. Nous sommes dans une position de légitimité de faire. À la guerre comme à la guerre. C'est ça. Je pense que Azaya est victime d'une seule chose, sa célébrité. Ah, ok. Parce que dans les quartiers, je suis prêt
à parier que dans les quartiers où vivent ces féministes, en longueur de journée, il y a des hommes dans ces coins qui battent leurs femmes. Mais qu'elles ne dénoncent pas. Voilà, qui font subir à leurs femmes Au vieux, des au sud, violences féministes. psychologiques. Parce que on agit que quand il y a des coups de poing, aller jusqu'à la blessure ou à la mort. Et après, on voit tout de suite que tout le monde est sur les réseaux sociaux pour en parler. Mais c'est la pas- plupart non, des mais cas... peut-être c'est Non, parce mais que si. parce que des cas de violences psychologiques sont difficilement observables si ce n'est pas la D'accord, si les gens ne mais parlent pas. il y a des violences conjugales, il y a des violences conjugales à côté de ces féministes qui se passent en longueur de journée dans leur quartier, mais qu'on n'en parle pas. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, Azaya, aujourd'hui, je déplore vraiment ce qu'il a fait. C'est quelqu'un que j'aime pour sa musique. Yelika Babintou, c'est quelqu'un aussi que j'aime énormément parce que celui qui est son manager m'a encadré et il m'a donné pour la première fois le micro. Donc ça, déjà, c'est les deux personnes que je ne peux pas détester. C'est vrai qu'il y a eu une violence, mais je ne connais pas Azaya violent. Peut-être que c'est le seul cas que moi, je connais. D'accord. Est-ce que, à la moindre erreur, il faut tout de suite aller détruire le foyer? La carrière. Après On de n'a pas longues années, on a détruit écouté de même la quelqu'un. chanson de Djelika Babintou après son mariage à Bila Follet. Donc tout commence par un début. Donc il faut aussi penser à tout ça. Ça, ce n'est pas la vie, en tout cas, des féministes qui tenaient mort du cul à ce que justice soit faite dans cette affaire-là. Je ne sais pas si elles en démordent encore ou si... Dites-nous d'ailleurs, par rapport à ces dossiers-là, c'est bon, l'État, du fait même que les deux protagonistes ont accepté de se retrouver, vous, ça vous désarçonne? Par rapport à ces dossiers-là, vous ne pouvez plus rien, il n'y a plus rien à faire. Allez, vous avez remballé vos armes, c'est fini. Et vous attendez à ce qu'on déballe nos stratégies? Non, j'ai envie juste de savoir. Non, la question n'est pas tout de suite. Non, la question c'est... Par rapport à est-ce qu'il y a cette une suite? question, Est-ce qu'il y a la suite? je ne vais pas répondre et c'est mon droit. Ah, oui, là-dessus. Mais Et dites-nous ça. vous marcelez dans le studio, je porte plainte. Non, la question est simple. Même pas de dévoiler la stratégie, mais c'est de nous dire est-ce qu'il y a une suite que vous donneriez à ces dossiers-là? Je ne vais pas répondre. Vous ne répondrez pas. Ça, ok, d'accord. Vous n'avez pas permettre au camp d'en face d'anticiper aussi? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, on vous dit, on était là dans la rubrique encore quoi d'œuvre sur Internet, et vous l'avez vu, c'était pour vous donner l'aperçu de la perception que les gens ont de vous, féministes. À un moment donné, ça frise un tout petit peu des gens qui refusent de se marier et tout ça. Yombono, c'était la rubrique quoi d'œuvre sur Internet. Alors, on va continuer. On aura pour vous, dans cette troisième et dernière partie, s'il vous plaît, deuxième partie, pardon, Monsieur Mamadou Kali Diallo, la régie va essayer de le joindre. Il est juriste et également activiste, avec lequel on va discuter toujours de cette thématique-là. La régie d'Aix, c'est OK, s'il vous plaît. Mettez-nous donc en lien avec ce grand monsieur qui va aussi nous éclairer dans cette émission-là par rapport à cette thématique. Vous refusez de nous dire la suite à donner à ces dossiers-là? C'est pas gentil. Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, vous êtes marié? Pas marié. Bon, voilà, d'accord. Et si vous arrivez, par exemple, de tomber sur un homme qui soit violent? Comment ça? Non, c'est une question. Comment? Non, c'est mais comment? un exemple. Mais tu ne saurais jamais ça avant. Tu ne peux pas anticiper. Tu ne peux pas, en fait, tu n'es pas, comment je vais dire ça, tu n'as pas de pouvoir de lecture, il n'y a pas de boule de cristal qui te permettrait de lire dans la tête de quelqu'un. Dans l'éventualité, on ne te le souhaite pas, que tu hériterais d'un monsieur qui tapote quand même, qu'il arrive. Galant au départ, violent à l'arrivée. Et c'est fini. Et quand tu dis que tu quittes, tu portes plainte, c'est fini le mariage. Oui. Parce qu'il t'aurait tapé. C'est sûr. Oui, c'est ça. C'est fini. Même si ça arrive sur coup de tête et qu'à la base... Quel coup de tête? Non, je permets, voilà. Parce que je sais aussi l'argument pour vous, c'est que la violence conjugale n'est pas le fait du hasard. Quelqu'un qui a tapé une fois, ça veut dire fondamentalement et foncièrement, c'est une personne violente. C'est aussi ça votre raisonnement quand même. C'est grave à un moment donné. Oui. Non, il peut arriver. Et si vous giflez votre homme Qui? et qu'il vous chasse? Moi? Gifler mon homme. Oui. Pourquoi? Non, c'est un dit. Non, je ne suis pas violente. Non. D'accord. Le violenter, pourquoi? Donc, à la moindre violence, Je pars. tu t'en vas. Et c'est fini le mariage. C'est ça. Peu importe ce que ça va donner. Je pars, je m'en vais. Non, au moins, on ne va pas partir. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que je sais. Là, c'était une drôle de boutade, mais sincèrement, ce n'est pas à encourager. Je vais partir au Sachez- premier coup. Après, moi, vous me dites de rester. Si je meurs dans ça, comment est-ce que Non, je vais tu vas pas faire? mourir. faut pas envisager la mort, ce n'est pas souhaitable. Non, mais c'est comme ça, en fait. C'est un processus. La violence, c'est un processus. Non, il y a c'est des- comme ça que ça commence. Il y a- On te tape une fois, tu restes. 2 fois, tu restes. 3e fois, c'est la mort.
Bon, allez, ça, vous aussi, vous avez une vision très catastrophée de la situation. Oui, c'est normal. En fait, c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi malheureusement dans une société où on n'est pas en sécurité, donc on est obligé de rester sur une position de défense. Alors, toi, personnellement, vous êtes en sécurité parce que là, vous respirez, vous menez bien vos actions. Non, nous ne sommes pas en sécurité, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on risque une violence à tout moment. La régie, si Monsieur Mamadou Kali, juriste et activiste, est en ligne, s'il vous plaît, mais mettez-nous en lien pour qu'on continue. Donc, on a aussi besoin justement du point de vue du juriste qu'il est, parlant de tout cet arsenal juridique dont on parle. Et c'est des messieurs aussi qui mènent beaucoup d'actions sur le terrain. Oui. Voilà, peut-être que vous allez être conforté ou peut-être douché dans vos espoirs, parce que là, on aura quand même un homme qui va, vous l'avez dit tout à l'heure, s'exprimer là-dessus. Mais a priori, de par même son statut, c'est quelqu'un qui est de votre côté. Est-ce que, justement, le fait d'avoir aussi des hommes qui se battent pour la cause des femmes, ça vous rassure? Oui, c'est rassurant. Est-ce que dans vos actions au quotidien, vous travaillez en étroite collaboration avec des hommes qui pilotent des projets dans le sens de... Oui, on travaille avec des hommes et il y a d'autres qui font semblant d'être avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment déplorable de voir que quand cette situation est tombée sur les réseaux sociaux, de voir des hommes qui coordonnent des projets sur les droits des femmes être catégoriquement opposés à ce qu'on a dénoncé. Je pense que c'est des hommes qui font semblant. À la base, qui se battaient pour la cause des femmes. C'est ça, qui sont avec nous tout le temps. Et là, on voit leur avis sur les réseaux sociaux, on était juste waouh, en fait. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la lutte pour la cause féminine, parce qu'il y a des ONG qui sont tellement nombreuses dans le pays, mais il y en a rares qui font quand même le rapport chaque année. Généralement, quand on veut trouver des chiffres sur les violences faites aux femmes, c'est très difficile de les avoir. On vous ramène toujours aux anciens rapports de l'UNFPA ou même de l'EPROGEM. C'est que vous ne comprenez mais des pas. ONG, en fait, non pas. Il y a des partenaires qui viennent avec leur domaine d'intervention. Par exemple, tu peux avoir un financement et que dans ce financement, il n'est pas possible que tu fasses une étude, par exemple. Vous voyez, et qu'il n'est pas possible que tu fasses une étude. Donc, dans ce genre de projet, tu ne peux pas faire une étude pour sortir des chiffres. D'accord. Mais alors, c'est en quelque sorte. Mais aussi, hein, oui, on vous accuse fréquemment. À côté de ce partenariat que vous avez signé avec ces institutions ou je ne sais pas quoi, vous avez quand même votre conviction de lutter pour la cause des femmes. Vous pouvez mener des enquêtes dans les différents quartiers et à la fin de l'année, proposer un rapport sur le nombre de personnes qui ont réussi à briser le silence ou le nombre de personnes qui Non, mais quand même par rapport au cas que nous recevons, là on peut sortir des chiffres. Mais pour dire que par Est-ce que vous menez exemple, vous-même des investigations? L'enquête démographique sur la santé, c'est qu'eux ils font, nous on ne peut pas le faire parce que ça c'est une couverture nationale et qui demande assez de fonds. Et les fonds dont vous pensez que nous on a là, on n'a pas. Oui, mais dans les communes, attention, quand même, attention, après dans les quartiers. On connaît aussi le secret. Hein. Il y en a beaucoup qui militent pour ce genre de choses-là. C'est que pour le matu-vu, c'est pour la carrière et pour les sous. Non, mais évidemment, il ne faut pas non plus le nier parce que c'est la vérité. Pas, en fait. Non, mais évidemment que ça existe, ça. Il ne faut pas le nier. Hein. C'est juste faire genre. Il y a des fonds qui sont disponibles. Yomoudo l'a dit. Les fonds qui sont disponibles, on se constitue en ONG de défense des droits de femmes. On encaisse le fric. On fait semblant de travailler sur le terrain. Mais au fond... Non, moi je viens de l'apprendre, je ne savais pas, sincèrement. Non, mais je ne savais pas. Je peux être dans un milieu, sans connaître tout ce qui se passe. D'accord, vous ne bénéficiez pas de subventions? Si, on bénéficie de subventions pour réaliser nos activités. Oui, mais c'est ça, la réalisation de ces activités. Non, mais lui, il parle de gens qui créent des ONG. Évidemment, ça. Bon, je ne savais pas. Et alors l'autre question. Non, mais sincèrement. Non, mais vous, moi, toutes les ONG sont créées parce qu'il y a des subventions derrière. S'il n'y avait pas de subventions, on n'allait pas les créer. Ça, il n'y a rien à dire. Je ne savais pas, en fait, sincèrement, je viens de l'apprendre ici. Est-ce qu'il y a des subventions accordées à ceux qui luttent pour le droit des hommes? Je ne sais pas. C'est-à-dire des hommes avec cherchez pas à savoir ça. Non, je ne sais pas. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, en fait. D'accord. Alors, est-ce que l'autre question, est-ce qu'un homme qui se bat pour la cause des femmes peut être appelé féministe? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Je vous l'ai dit, c'est si la personne accepte. Oui, mais je suppose... On les appelle généralement les alliés. Ah, les alliés. Oui. Mais ils ne peuvent pas porter le nom de féministe. S'ils le veulent, oui. Non, je veux dire, est-ce que... S'ils le veulent, oui. Ce n'est pas une... Enfin, je pose la question de savoir dans la charte, vu que tu l'as lu, ce n'est pas une condition sine qua non de dire l'appellation, la terminologie féministe n'est accordée, a priori, par appellation, ne serait-ce que par appellation, d'abord à une femme. Non, ça dépend de ce que la personne veut.
Lorsque moi... Si la personne accepte d'être féministe et que tu incarnes les valeurs du féminisme. Donc, Et la plupart des hommes ne peuvent pas incarner cela en fait. Parce que tu peux voir, ils peuvent aller jusqu'à un moment, après ils disent, je pense que là, je ne suis pas d'accord. Et du moment où tu dis, je suis féministe, mais vous savez, pour l'autre thématique là, c'est que tu n'es plus féministe. Je suis féministe si... Je sais que tu n'es plus. Donc il n'y a pas de féministe à demi-moitié, comment ça, à demi-moitié. L'engagement pleinement, il faut souscrire à tous les points. C'est ça. D'accord. Mais alors, un homme qui répond catégoriquement, il ne faut pas aller sur les suppositions. Il y a des hommes qui ne peuvent pas aller catégoriquement. Non, ça dépend. Ça dépend, parce que les hommes, là, vraiment... D'accord. Donc tant que c'est pour la femme, là, on est féministe, quoi. Oui. Et ça, c'est un choix. Vous avez décidé de prendre fait et cause rien que pour le combat des femmes. Il n'y a que ça qui vous inspire, il n'y a que ça qui est essentiel, qui est l'essence de votre combat. En dehors de ce combat pour ces femmes-là, il n'y en a pas un autre. En tant que féministe, je veux dire. Oui. Alors, on aura tout compris. Alors, oui. On va passer à la prochaine rubrique, mesdames et messieurs. Alors, notre technicien est en train de se battre pour joindre le juriste Mamadou Kali Diallo. Justement, on a besoin de son avis en tant que juriste dans cette émission par rapport à la thématique dont nous parlons, mesdames et messieurs. On passe à la rubrique chaude. Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. De bois et on va y aller tout de suite. Alors, dites-nous tout. Est-ce que aujourd'hui, vous les féministes, ne participez pas, d'ailleurs, comme Yombono l'a dit, à détricoter, à piétiner les valeurs africaines, de par votre vision? Non, c'est pas ça le féminisme. Yombono. Dites-nous tout. Vous êtes féministe parce que derrière, il y a de la subvention, il y a de l'argent. Je suis féministe parce que je veux aider. Je suis féministe parce que c'est un combat que j'ai porté par conviction et non pour quelque chose. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout et dites-nous tout surtout. Et alors, votre attitude que vous avez vue vis-à-vis de l'État qui a voulu réparer une situation, votre indignation était à un moment donné perçue comme une sorte de manque de respect vis-à-vis de l'action de l'État. En fait, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un fait. Donc, il faudrait qu'il y ait des contradictions. Ok. Oumawa, dites-nous tout. Et lorsque vous parlez de féministes, c'est parce que vous ignorez complètement les valeurs africaines, parce que vous ne connaissez pas les valeurs africaines. Pas du tout. Dites-nous tout. Le jour où il n'y aura plus de subventions pour vos mouvements-là, le féminisme, c'est parti, c'est mort. En fait, ce que vous ne comprenez pas, il y a des actions qui ne nécessitent pas forcément des subventions. On mène des activités, parfois à travers nos cotisations, que l'on fait dans les organisations. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des subventions. C'est vrai que les subventions nous aident vraiment à aller de l'avant, ça nous aide à faire beaucoup de choses, mais on peut aussi le faire sans subvention. Dites-nous tout, dites-nous tout. Vous prévoyez une autre action par rapport à cette situation d'Azaya et Bintou, mais que vous êtes en train de faire le malin. Vous prétendez d'ailleurs avoir une suite à donner à ce dossier-là, mais qu'en réalité, vous n'y pouvez rien. Cette décision de l'État-là vous plombe complètement. Vous ne voulez pas perdre la face et vous donnez l'impression que vous êtes capable d'une autre action derrière là. Vous faites simplement semblant d'avoir autre cartouche derrière, alors que non. Pour le moment, je ne peux pas répondre à cette question. Ok, c'est bon. Allez, voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions-là. Est-ce que du côté de la régie, M. Mamadou Kali est joignable pour cette émission-là? Si c'est oui, on va encore s'entretenir un tout petit peu, le temps de prendre, parce que c'est important, c'est un juriste, on a besoin de comprendre le volet juridique. Alors, voilà, moi c'est une question que j'avais envie de poser. Donc pour vous, voilà, peut-être ça t'amènera finalement à dire quelque chose. Lorsque la victime... À partir de quel moment vous avez la possibilité de saisir la justice pour conduire ce type de dossier-là, justement, alors que la victime elle-même n'en veut pas? Est-ce que vous avez la possibilité, justement, d'enclencher une action judiciaire alors que celle qui a subi cette violence-là ne veut pas du tout?
En fait, la question que vous m'avez posée est juridique, mais je vais quand même essayer de répondre parce qu'on est confronté parfois à ce genre de situation. Et peut-être que les juristes vont me rectifier. Voilà, on verra bien. En fait, là, je pense que quand la victime ne veut pas porter plainte, ça devient très compliqué pour nous de l'accompagner, dans la mesure où il y a d'abord le procureur général qui peut se saisir du dossier, même si la victime ne veut pas porter plainte. D'accord. Vous voyez? Et là, en fait, de notre côté aussi, il paraît que quand l'organisation a plus de 5 ans d'existence, elle a la possibilité de continuer à gérer le cas, à poursuivre le présumé auteur. Vous voyez? Mais en fait, ça va devenir très compliqué parce qu'à un moment donné, il faudrait que la victime soit appelée devant le juge pour témoigner. Et là, dans ce genre de situation, je ne sais pas après comment est-ce que ça sera, mais ça va être très compliqué malgré qu'il y a des possibilités. En tout cas, c'est des Donc, questions... à ma connaissance, c'est ça. C'est des questions qu'on a prévues Est-ce justement... que vous-même, parce que moi, la question que je me pose, bon, je ne suis pas dans votre structure pour savoir ce que vous menez comme activité, mais le plus souvent, c'est quand les sujets sont sur les réseaux sociaux que tous ces activistes-là se mettent en branle, les féministes sont motivés, tout et tout. Est-ce que vous menez des investigations personnelles pour aller jusqu'à savoir qu'il y a tel problème dans tel foyer et prendre le dossier en main? Est-ce que ça vous arrive? On ne peut pas voir une famille lambda comme ça et aller mener des investigations, non? Mais si, mais quand même... C'est quand on est interpellé, on peut y aller. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a, surtout dans ce genre de situation, ce sont les cas d'excision. On part pour constater. Malgré que c'est un risque qu'on prend, c'est un risque, c'est un énorme risque que nous En quoi c'est un risque? Parce que vous êtes souvent menacé. Oui, quand on parle là-bas, il risque de nous frapper. Est-ce que vous est arrivé déjà, justement, pour parlant de ces risques-là, d'être agressé, ne serait-ce que verbalement? Moi, personnellement, non, mais des collègues, oui. Ah oui? Oui. Ok. Qui sont agressés physiquement. D'accord, et oui, vous Dans continuez. des foyers. En fait, c'est quand, par exemple, il y a des cas d'excision qu'on se dit, bon, il faudrait qu'on aille en famille. Parfois, on passe devant la cour juste pour constater les faits et partir interpeller immédiatement les autorités. Et en fait, si ce n'est pas des cas d'excision, quand on est contacté, il y a ils viennent vers nous pour qu'on échange et voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, je pense qu'on n'aura finalement pas Mamadou Kali et Diallo dans cette émission-là. On aurait tellement aimé avoir le point de vue justement du juriste. Malheureusement, on est au terme de cette émission. On ne peut que dire grand merci à notre invité qui aura été à la hauteur. Parce que justement, c'est allé un peu dans tous les sens avec Yomoulo Iko et moi-même. Et merci également à Aminata Pilibini qui est aussi intervenue dans cette émission-là. Merci pour tous les éclairages et merci justement. Merci à vous également de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Allez, merci. Salut Yomoulo, merci. Merci. On se repince la semaine prochaine, lundi, pour un autre numéro de déballage. Comme vous aimez bien cette émission-là, d'ici là, restez en compagnie de nos programmes et on se retrouve assez vite pour beaucoup de plaisir. C'est bon? C'est bon. Petit moment.